Marie-France Morin. Oui. Je suis professeure titulaire au département d'études sur l'adaptation scolaire et sociale à la Faculté d'éducation. Patrick Poltre, je suis professeur au département de génie civil. Ce domaine-là, c'est venu comment? Ben, comme je vous dis, des histoires de tremblements de terre de mes tantes. Bonjour, Madame Morin. Vous faites de la recherche sur l'apprentissage de l'écriture auprès des jeunes enfants. Expliquez-moi d'où vient cet intérêt et... Tout d'abord, j'ai toujours trouvé fascinant le monde des apprentissages. Petite, j'aimais apprendre. J'étais un de ces enfants qui aimait aller à l'école. J'ai fait ma formation en enseignement primaire préscolaire. Je me destinais à une carrière en enseignement. Je me suis mis à réfléchir sur les meilleurs outils qu'on pouvait donner aux enfants très tôt dans la vie. Et j'ai croisé des gens à l'université qui m'ont initiée à la recherche. Et à ce moment-là, est venue ces réflexions au regard de la lecture, de l'écriture chez les petits. Cette prise de conscience aussi que les enfants témoignaient de connaissances beaucoup plus tôt que la majorité des adultes le considéraient. Voir la connaissance émerger là où... Parfois, on avait de la difficulté à la voir comme adulte parce que nous, très normés dans les règles orthographiques, dans les règles syntaxiques ou dans la production de textes, les petits tentaient de s'approprier la langue écrite du mieux qu'ils le pouvaient et avec leurs idées sur l'écrit. Par exemple, pour vous donner un exemple, un enfant de maternelle, un jour, je lui ai demandé d'écrire le mot coccinelle et il m'a regardé et dit « Oui, mais... vous savez que ça va être vraiment écrit petit coccinelle sur ma feuille parce que une coccinelle, c'est petit. » Mais il avait compris que on pouvait utiliser l'écriture comme outil pour manifester sa compréhension. Et ça, si, de mon point de vue de chercheur, je peux un peu aider à faire en sorte que les adultes comprennent un peu mieux ce que les enfants nous montrent par leurs écritures, pour accompagner les enfants dans le développement de leurs compétences à écrire, bien, si je réussis au moins ça, bien, je serai fière de ce que j'aurais fait, en fait. Tout à l'heure, vous avez un peu piqué ma curiosité lorsque vous avez dit que votre intérêt en recherche était né d'histoires racontées par votre tante à propos des tremblements de terre. Bien, écoutez, je suis né dans un pays où il y a eu plusieurs tremblements de terre dans le passé, qui ont causé d'énormes dommages. Et je me rappelle, depuis mon enfance, que je passais des vacances chez mes tantes dans une petite ville côtière. Et depuis longtemps, elles me parlaient de tremblements de terre et de raz-de-marée, qu'on appelle maintenant des tsunamis. Je pense que depuis toujours, j'ai toujours voulu être... architecte et ingénieur, et construire pour résister aux tremblements de terre, mais surtout pour réduire les effets de tremblements de terre sur les populations. Bon. Après, j'ai commencé des études d'architecture et de génie. Et il y a eu un grand tremblement de terre à San Francisco qui a causé énormément de dommages, et ce qui m'a conduit à faire de la recherche dans ce domaine et à continuer jusqu'à aujourd'hui. Et en Haïti, quel est votre rôle actuellement? On me disait que vous y alliez fréquemment pour aider la population. Oui, depuis le dernier tremblement de terre. Enfin, il faut dire que pendant 40 ans, j'y suis pas retourné, et je suis retourné 2 ou 3 semaines après le tremblement de terre. Et ça m'a un peu choqué parce que j'ai constaté qu'il y avait une absence totale de compréhension du problème de la part du gouvernement, de la part des habitants et de la part des ingénieurs et des architectes qui ne savaient absolument pas quoi faire. Ils étaient dans un état total de désespoir. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de donner une formation rapidement. Donc, j'ai organisé des séminaires tout de suite après, 2 ou 3 mois après, aux architectes, aux ingénieurs, et on m'a contacté pour donner des formations à des ingénieurs du ministère de l'Éducation, parce qu'ils construisent des écoles. Toutes les écoles, pratiquement, s'étaient effondrées.
Donc j'ai donné des formations. Et j'ai constaté qu'à l'université, il n'y avait pas de formation du tout sur le sujet. Donc j'ai proposé d'y aller. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là, j'y vais 3 ou 4 fois par année. Il y a quelques collègues qui m'accompagnent. Donc il y a un énorme travail de changement à faire, de la façon d'enseigner, de modernisation de l'enseignement. Mais c'est des étudiants très brillants. Depuis ce temps-là, j'ai fait venir un postdoc et 6 étudiants de maîtrise. Oui. Donc, il y a énormément de choses qu'ils apprennent ici qu'ils pourront transmettre en Haïti. Et peut-être, à vous dire franchement, de tout ce que je fais, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier actuellement. Oui. C'est ça. Vous avez commencé à faire de la recherche. Est-ce qu'il y a un professeur, un chercheur qui vous a un peu inspiré? Ça m'a toujours intéressé de savoir si les chercheurs pouvaient transmettre leur amour du travail ou ce qu'ils font, oui. Tout à fait. En fait, on peut dire que la recherche, pour moi, est une histoire d'amour et de passion parce que les gens que j'ai croisés lorsque j'étais au baccalauréat, qui m'ont introduit à la recherche, ont eu leur rôle dans mon initiation. Il y a également une rencontre particulière lorsque j'étais à la maîtrise qui a été déterminante dans mon parcours de chercheur. C'est la rencontre avec un chercheur réputé internationalement européen, Michel Fayolle, pour ne pas le nommer. Et c'est avec lui, d'une part, que j'avais précisé mon intérêt pour l'orthographe, mais c'est aussi à son contact que j'ai compris que la recherche, c'était tout un monde de découvertes et que je voulais en faire partie. Pour vous dire son impact, elle est professeure émérite actuellement et c'est mon conseiller scientifique au sein de ma chaire de recherche. Ah oui. Donc, il a accepté ce rôle. Alors, c'est une histoire... qui est dure. Qui dure, oui. Et donc, vous parlez de chaire de recherche. Vous avez une chaire de recherche en... Oui, sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez le jeune enfant. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est une chaire de recherche qui est née d'une volonté collective en Estrie de vouloir contribuer concrètement à la situation un peu alarmante du décrochage scolaire qu'on vivait ici il y a quelques années. Alors, l'idée, c'est de créer un partenariat et un lien direct entre des travaux de recherche menés ici avec des chercheurs qui font partie de certains projets aussi, et de faire en sorte que on puisse réinvestir et être en équipe avec le milieu scolaire pour la réussite d'un plus grand nombre d'élèves à l'école primaire avant même que le décrochage scolaire survienne. Une des priorités pour moi, c'est d'intervenir tôt, c'est-à-dire dès la maternelle, dès que les enfants, en fait, se plongent dans le système scolaire, de faire en sorte que les expériences à l'école soient positives, qu'ils soient baignés dans des contextes stimulants. Enfin, je trouve ça réjouissant qu'il y ait ce genre de chair, parce qu'il y a certains... Enfin, c'est ma constatation. Il y a certains domaines qui sont plus négligés par rapport à d'autres qui sont plus technologiques, où les fonds de recherche ne manquent pas. Et il y a d'autres domaines où c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est quand même très réjouissant d'entendre qu'il y a ce genre de recherche qui se fait dans des domaines parfois négligés qui ne devraient pas l'être, finalement. Oui. Et sur ce point... Je me suis trouvée quand même privilégiée car depuis mon entrée en fonction comme professeure, il y a maintenant 12 ans que je suis arrivée à l'Université de Sherbrooke, mais j'ai senti qu'autant la faculté que l'université encourageaient des initiatives de recherche que je pouvais avoir, voire parfois les rêves un peu farfelus avec lesquels j'arrivais, donc... C'est une constatation que je fais aussi. Je pense que c'est toujours plus facile dans une université relativement jeune de pouvoir mettre sur pied rapidement des projets de recherche par rapport à d'autres universités qui sont beaucoup plus vieilles, mais un petit peu lourdes. Donc, c'est un privilège un peu d'être ici à Sherbrooke. Enfin, c'est ce que moi, je pense.
ça fait 27 ans que je suis à Sherbrooke maintenant. J'ai fait des applications sur des fonds de recherche et j'ai été assez chanceux, mais j'espère que je le mérite quand même, d'avoir obtenu parmi les fonds les plus importants à l'Université de Sherbrooke. Et comme je disais, il y a une certaine liberté ici. Donc finalement, on a mis sur pied un centre de recherche à travers le Québec qui... avant, on était un petit peu des compétiteurs. Hein. Et ça ne travaillait pas très bien. Donc, on a mis sur pied un centre de recherche qui est maintenant très connu au Québec et qui réunit aussi bien Concordia, Polytechnique, McGill, l'ETS, Laval et Sherbrooke. Et tous les étudiants se rencontrent et ce qui était avant une sorte de compétition maintenant est devenu une sorte d'émulation. Ils s'échangent. Donc, c'est un centre qui met tous les labos à la disposition de tous les étudiants de la province. Ce qui fait qu'on a un labo qui vaut peut-être 60 millions et plus, et qui est peut-être, je pense, le plus gros laboratoire au Canada. Alors, ce n'est pas uniquement dédié au tremblement de terre, mais sur les charges extrêmes. D'accord. Les charges extrêmes, c'est aussi bien le vent que le verglas qui a causé d'énormes problèmes aux lignes de transport électriques. C'est aussi les tremblements de terre. Et c'est des charges non usuelles, l'effondrement des ponts, etc. Vous savez, vous conduisez sur un pont et vous ne vous posez jamais la question est-ce que le pont va résister, hein? Et c'est ça notre travail, c'est en fait de passer inaperçu, mais de faire en sorte que le pont ne s'effondre pas sur une voiture, ou si ça arrive, que ça n'arrive plus dans le futur. Donc c'est un petit peu ça notre travail, qui est de travailler dans les labos pour développer des méthodes qui permettent d'avoir des structures plus sécuritaires. Et je suis très fier en fait d'avoir mis sur pied ce centre de recherche au Québec, qui j'espère va continuer même après ma retraite, j'espère.